N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti! Salut, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à la séance de ce jour qui portera sur la prise en charge de la douleur en pédiatrie, qui sera présentée par le docteur Isomba Aurore, interne de pédiatrie et supervisé par docteur Minka Basilic, chef du département de pédiatrie. Donc, le cours va débuter effectivement à 18h15. Donc, on va laisser 15 minutes le temps que les participants intègrent la salle. Donc, en attendant cela, je vous prie, lors de la présentation, de bien vouloir arrêter vos micros, pour que la présentatrice n'ait pas des interférences sonores. Je vous remercie. Après le cours, il y a une séance de questions-réponses juste après. Donc, au cours de la présentation, vous n'aurez qu'à noter vos questions et vos remarques, bien sûr. Et à la fin, on aura une marge de 30 minutes à peu près pour des questions ou des échanges. Il est 18h15. Donc, on va lancer. Docteur, vous avez la parole. Bonjour à tous, bienvenue. Quoi d'autre? Bonne année. Donc, je vais ce soir vous présenter la prise en charge de la douleur en pédiatrie. Je suis le docteur Aurore Isomba, je suis interne de pédiatrie. Ma présentation est supervisée par mon aîné, le docteur Minka Basilic, pédiatre. Ma présentation va porter sur la prise en charge de la douleur en pédiatrie. Le cours est destiné aux étudiants en médecine générale et en pharmacie, aux médecins généralistes, aux pharmaciens, aux internes et résidents de pédiatrie, au personnel paramédical et à quiconque veut apprendre un peu plus sur la douleur en pédiatrie. À la fin de cette présentation, l'apprenant devrait être capable d'évaluer correctement l'intensité de la douleur en pédiatrie et de prendre en charge efficacement la douleur en pédiatrie. Durant notre présentation, nous suivrons le plan suivant. D'abord, les généralités, comment faire le diagnostic de la douleur, comment évaluer la douleur, comment prendre en charge la douleur et on fera quelques cas pratiques, puis on conclura notre propos. La douleur est le maître symptôme de la pratique médicale. En pédiatrie, on rencontre une grosse difficulté d'évaluation vu l'incapacité à communiquer de nos patients, avec comme conséquence la sous-traitance ou alors la non-traitance, la non-traitance de ce symptôme. De multiples outils permettent la gradation de la douleur en pédiatrie, bien qu'ils ne soient pas connus par la population générale. Il est donc important de comprendre, de prévenir et de soulager la douleur dans la pratique médicale quotidienne. Alors, selon l'International Association for the Study of the Pain, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. La douleur a de multiples composantes, comportementales, cognitives, affecto-émotionnelles ou sensori-discriminatives. La douleur est toujours subjective. On classe la douleur selon sa chronologie, qu'elle soit aiguë, récurrente, chronique ou alors une combinaison d'aigu sur chronique. La douleur aiguë est une douleur qui est transitoire et qui sert généralement de valeur. Elle a une valeur d'alarme. C'est une douleur qui vous alerte devant une agression. Les principales associations de la douleur aiguë sont donc les procédures médicales, par exemple les injections, les chirurgies, les blessures, les maladies aiguës, en pédiatrie, la méningite, les angines, les otites, les processus aigus sur chroniques, comme par exemple les crises allergiques chez les drépanocytaires ou alors les poussées d'arthrite chez les enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique ou de colite ulcéreuse. Les indicateurs de la douleur aiguë chez l'enfant ne sont malheureusement pas spécifiques. Ils sont soit physiques, soit physiologiques. Dans les indicateurs physiques, on peut retrouver le visage qui est contracté, les grimaces, les pleurs, les cris, les postures antalgiques ou alors l'agitation. Les indicateurs physiologiques vont être l'augmentation de la fréquence cardiaque,
de la pression artérielle, de la fréquence respiratoire ou alors la diminution de la saturation artérielle en oxygène. Après la douleur aiguë, nous avons la douleur chronique de l'enfant qui est définie comme toute douleur prolongée qui dure plus longtemps que prévu. Donc, arbitrairement, elle est définie comme une douleur qui dure plus de 3 mois ou alors une douleur qui survient au moins 3 fois sur une période de 3 mois. Une méta-analyse a retrouvé que les douleurs chroniques de l'enfant les plus courantes étaient les céphalées, les maux d'estomac ou alors les douleurs musculosquelettiques. La douleur chronique de l'enfant est un véritable problème pour les pédiatres et autres aspirants pédiatres parce qu'elle est au centre de la vie de l'enfant. Généralement, on a 3 signes qui indiquent qu'un enfant a une douleur chronique. La disparition des expressions émotionnelles, c'est un enfant qui est inexpressif, le désintérêt pour le monde extérieur et la lenteur des mouvements, la diminution de la motricité. Sur ce tableau, nous résumons un peu les caractéristiques que nous avons évoquées tout à l'heure, les symptômes de la douleur aiguë, les symptômes de la douleur chronique, leur finalité et l'objectif thérapeutique qui est le nôtre devant ces atteintes. Après la chronologie, on peut classer la douleur selon le mécanisme. La douleur nociceptive est une douleur qui a un stimulus nociceptif, il y a un excès de nociception. La douleur neuropathique est une lésion du système nerveux périphérique ou central. Donc, on peut avoir soit une lésion d'arrachement d'un nerf, une lésion de section d'un nerf, le plus souvent visible dans les amputations. C'est vrai qu'elle est très rare en pédiatrie. Elle s'exprime le plus souvent par des troubles sensitifs, les paresthésies, les allodynies. Elle est, comme je disais, rare en pédiatrie. La douleur psychogène et idiopathique est une douleur qui n'a pas vraiment de substrat anatomique. Donc, on considère qu'elle est déjà un désordre émotionnel. C'est un enfant qui va présenter un tableau dépressif ou anxieux, qui va se manifester par des cris, une agitation, des cauchemars. Et enfin, le mécanisme, l'association de plusieurs mécanismes ou douleurs complexes. Selon le siège, on a la douleur somatique qui provient de la peau, des muscles, des articulations, qui peut être superficielle ou profonde. Et on a la douleur viscérale qui provient des organes situés dans les cavités thoraciques et abdominales. Nous nous excusons pour la petite croix qui a décidé de bouger. Un petit mot de physiopathologie. Les récepteurs sensibles à la douleur ou nocicepteurs sont très nombreux. L'influx va donc être transmis par les fibres A et C que vous voyez sur l'image, qui vont être excitées par des substances halogènes qui sont libérées par les lésions. Et l'influx va aller jusqu'à la corne dorsale de la moelle antérieure, de la moelle épinière, transmettre l'information au thalamus. Ici, dans la littérature, vous allez retrouver la théorie du gate control. Elle est assez vaste, donc on ne va pas vraiment s'étendre dessus. En plus, elle ne nous sert pas trop pour notre prise en charge. Et donc, le thalamus va envoyer l'influx au cortex cérébral qui va traiter l'information, selon 4 catégories. Une catégorie sensoridiscriminative dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quelle est la qualité de la douleur? Est-ce que c'est une douleur type brûlure? Est-ce que c'est une douleur type piqûre? Quelle est la durée de la douleur? Où est-ce qu'elle se localise? Selon la composante motivo-affective, donc, est-ce que c'est une douleur qui est, entre guillemets, désagréable? Quelle est la composante nociceptive? Comment est-ce qu'on est censé interpréter la douleur? Comment est-ce qu'on la mémorise? Comment est-ce qu'on apprend à l'éviter? Et enfin, la composante comportementale. Comment est-ce que je suis censé réagir face à la douleur? Est-ce que je pleure? Est-ce que je me plains? Est-ce que je fais juste une mimique? Chez l'enfant, on peut avoir également des manifestations neurovégétatives qui sont donc liées à cette douleur. Le concept de ne pas traiter la douleur en pédiatrie est par conséquent une aberration parce que l'enfant a mal de sa naissance à sa mort, entre guillemets. La perception de la douleur chez l'enfant est sensible à de nombreux facteurs. Déjà, l'absence de langage et de compréhension, l'absence de notion de temps, le stade de développement cognitif, le sexe. C'est vrai qu'il y a peu de différences, mais culturellement, on va dire un garçon ne pleure pas. La personnalité, un enfant extraverti va avoir une tolérance plus grande à la douleur, contrairement à l'enfant introverti
qui va avoir une sensibilité plus grande, mais qui va moins se plaindre. Les expériences antérieures de douleur également. Le diagnostic clinique de la douleur, si on peut le dire ainsi, va être différent selon l'âge de l'enfant. Chez les nouveau-nés, on aura des troubles du comportement, des troubles de la personnalité, une modification du développement neurologique et psychosocial. Chez le petit enfant, chez le nourrisson, la douleur est polymodale. Donc, on aura des signes cliniques, une polypnée, une arythmie respiratoire et même des poussées tensionnelles, une tachycardie, des sueurs, des mouvements diffus, un enfant qui grimace et qui pleure abondamment. Chez le petit enfant, l'expression est beaucoup plus riche. Donc, l'expression va être corporelle, verbale, motrice et faciale. Cependant, elle est peu nuancée, c'est-à-dire l'enfant a tendance à dire soit qu'il n'a pas mal, soit alors qu'il souffre de façon atroce. Après 5 ans, ça devient un peu plus facile parce que l'enfant est déjà en âge scolaire. Il peut conceptualiser la douleur, il est capable de s'auto-évaluer, il est capable de décrire et de localiser de façon précise ces zones douloureuses, la zone douloureuse. Nous avons mis un point d'interrogation sur ce titre. Le diagnostic biologique de la douleur, normalement, n'est pas possible. Cependant, de nombreuses études ont remarqué l'impact de la douleur sur des constances biologiques, bien que ces variations ne soient pas spécifiques de la douleur. Donc, on a remarqué qu'un enfant qui a mal a une diminution de la sécrétion d'insuline, une augmentation de la cortisolémie, une augmentation de l'activité de la rénine plasmatique, une augmentation de la pression intracrânienne et même des troubles à l'électroencéphalogramme. Le troisième item que nous allons aborder est l'évaluation de la douleur. C'est une petite incohérence de notre part parce qu'on ne peut pas normalement évaluer un phénomène qui est subjectif, mais on essaie de le rendre objectivable. 2 types d'évaluation vont permettre de mesurer la douleur de l'enfant, une auto-évaluation ou alors une hétéro-évaluation. Il est important de choisir l'outil d'évaluation approprié selon l'âge, le niveau cognitif, la présence d'une invalidité, le type de la douleur et la circonstance. Nous allons commencer par l'hétéro-évaluation. Entendez par là l'évaluation de la douleur par quelqu'un qui n'en fait pas l'expérience. Elle est l'apanage des enfants, chez les enfants de moins de 4 ans et pour tous les enfants qui n'ont pas accès au langage, donc les enfants qui sont intubés, les handicapés, les enfants d'origine étrangère, qui n'ont pas les compétences nécessaires pour exprimer et quantifier leur degré de douleur. Il est nécessaire pour les cliniciens donc d'avoir des outils d'observation pour évaluer la douleur en plus des constatations physiques. L'évaluation est fonction des comportements du nourrisson ou de l'enfant et ou des signes physiologiques. Chez le nouveau-né, nous avons retrouvé 2 outils d'évaluation par observation qui sont couramment utilisés. Le premier, c'est le CRIES. C'est un score qui évalue la douleur selon les pleurs, la nécessité d'une augmentation d'oxygène, l'augmentation des paramètres vitaux, l'expression de l'enfant et le sommeil. Également le NIPS, mis pour Neonatal Infant Pain Scale, qui est une échelle de douleur qui peut être utilisée chez le nourrisson jusqu'à l'âge du nourrisson, chez le nouveau-né, jusqu'au nourrisson. Les autres échelles que nous pouvons utiliser chez le nouveau-né sont le DAN, le PIP ou alors le NFCS. Ici, nous avons mis une représentation du score de NIPS, qui est un score qui est coté sur 12 points et qui va donc évaluer l'expression faciale du bébé, les cris, comment est la respiration, comment sont ses bras, comment sont ses jambes et quel est son état de conscience. En bas, vous verrez que l'on quantifie toujours est-ce qu'il y a une douleur. De 3 à 4, c'est une douleur qui est modérée. Au-delà de 4, normalement, c'est une douleur qui est sévère. Le score de CRIES évalue les pleurs de l'enfant, la nécessité pour l'enfant d'une oxygénothérapie, l'augmentation des signes vitaux, l'expression de l'enfant et son état de conscience. Moins de 4, vous avez le droit d'initier un traitement non pharmacologique. Plus de 4, un traitement pharmacologique associé à un traitement non pharmacologique de la douleur. Chez le nourrisson et le petit enfant,
Les outils d'observation les plus couramment utilisés sont le FLAC révisé, le CHIPS et le KEOPS. L'échelle de FLAC est aussi utilisée pour des enfants qui ont un retard de développement. Donc, le FLAC évalue la face, donc l'expression de l'enfant, la position de ses jambes, l'activité, les pleurs et la capacité de l'enfant à être consolé. Le KEOPS, quant à lui, évalue les pleurs, l'expression, la verbalisation de l'enfant, comment est son torse, comment est-ce qu'il est quand on touche la plaie, parce qu'en fait, il s'agit d'un score qui est post-opératoire, et comment sont ses jambes. Donc, si vous avez un score qui est entre 4 à 13, antalgique. L'auto-évaluation est le gold standard dans l'évaluation de la douleur. Elle est préconisée à partir de 4 ans. Nous avons retrouvé 6 échelles d'auto-évaluation qui sont, sans me répéter, les gold standards d'auto-évaluation chez les enfants. Elles ont fait la preuve d'une fiabilité, d'une validité et d'une faisabilité dans l'évaluation de la douleur aiguë et chronique chez les enfants. Il s'agit du FPS, Faces Pain Scale, du FPS revisité, du Numeric Rating Scale, Faces Pain Scale et de l'échelle visuelle analogique. La liste est bien sûr non exhaustive. L'échelle visuelle analogique est, encore une fois, le gold standard des échelles d'auto-évaluation. Le principe est simple. On demande à l'enfant de placer soit le repère, soit le doigt aussi haut que la douleur est grande. Elle est valable tant pour les douleurs brèves que pour les douleurs prolongées. Et vous faites l'équivalent des chiffres avec l'intensité de la douleur. Entre 1 et 3, c'est une douleur qui est faible. Entre 3 et 5, intensité modérée. 5 et 7, intense. Et supérieur à 7, très intense. Normalement, le seuil de traitement, c'est 3. Et après le traitement, l'objectif est de ramener l'intensité de la douleur à moins de 3. Diapo. L'autre échelle que nous manipulons très souvent est l'échelle numérique. 0, pas de douleur. De 1 à 3, une douleur d'intensité légère. De 4 à 6, une douleur d'intensité modérée. Et supérieure à 7, une douleur d'intensité sévère. Nous ne pouvons passer sans évoquer quelques cas particuliers. Les échelles qui évaluent la douleur dans les services de réanimation, l'échelle Comfort, Comfort Behavior ou Comfort comportemental. Ces échelles ont ceci de particulier qu'elles évaluent la douleur chez des enfants qui sont le plus souvent intubés et donc incapables de communiquer. Les échelles qui évaluent la douleur chez l'enfant handicapé sont le San Salvador ou la Pediatric Pain Profile. Concernant ce qui nous amène ici ce soir, donc la prise en charge de la douleur en elle-même, on a des mesures qui sont non pharmacologiques d'abord. La réassurance verbale a été prouvée comme étant non efficace chez les nourrissons et chez les petits-enfants. Et donc, les techniques de distraction seraient plus bénéfiques. Entre 6 à 18 ans, la tolérance de la douleur est plus efficace si l'enfant est, en train d'écouter de la musique, de jouer à des jeux vidéo ou alors en train de lire. Et chez les nouveau-nés et les nourrissons, on a remarqué une réponse positive au contact physique et à la stimulation orale. Également, le lait maternel a été prouvé comme un antalgique puissant, la succion non nutritive d'une tétine et l'administration d'une solution sucrée. Celle-ci est surtout utilisée chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois. Et l'on se sert ici du glucose 30% ou alors du saccharose 25%. Les autres mesures non pharmacologiques utilisées en pédiatrie sont l'hypnose, la musicothérapie, la relaxation, les massages et évidemment la présence parentale. Bien que celle-ci ne soit pas très acceptée dans notre pratique quotidienne, on a tendance à faire sortir les parents lorsqu'on réalise un geste médical. Nous avons été un peu, je veux dire, perplexes face à la littérature qui nous disait que la présence parentale en soi diminue l'intensité de la douleur lorsqu'on pose le geste médical. Concernant les mesures pharmacologiques, selon l'OMS, la prise en charge de la douleur en pédiatrie doit respecter 3 principes fondamentaux qui sont by the clock, by the mouth and by the individual. By the clock, ça veut dire que la douleur doit être administrée à intervalles réguliers. Et plus on administre le paracétamol si douleur. Non. Normalement, on administre le paracétamol toutes les 6 heures.
toutes les 8 heures, selon l'âge de l'enfant. By the mouth, ça veut dire qu'on choisit la voie d'administration la plus appropriée. Donc, la plus simple, la plus efficace, la moins douloureuse, la plus pratique et la moins coûteuse. Et by the individual, on adapte le traitement à chaque enfant. Donc, si on est devant un terrain de malnutrition, on adapte les antalgiques. Si on est devant un terrain d'insuffisance hépatique, on adapte les antalgiques. Avant 1989, l'OMS recommandait un traitement en 3 étapes. Après 1989, ils ont recommandé un traitement de la douleur en 2 étapes. Donc, la première étape, la first step, comme ils l'appellent, les médicaments de choix sont le paracétamol et l'ibuprofène. On recommande au gouvernement de mettre à disponibilité le paracétamol et l'ibuprofène pour le traitement des douleurs de palier léger à modéré. Donc, les AINS, le chef de file recommandant en pédiatrie l'ibuprofène, qui a une action d'inhibition non sélective d'une cyclooxygénase. Le paracétamol ou acétaminophène est assez manipulé. Il potentialise les neurones sérotoninergiques de la moelle épinière et donc inhibe la douleur. Ce tableau résume à peu près les caractéristiques du paracétamol. Donc, il a un rôle antalgique et antipyrétique. Il a une autorisation de mise sur le marché dès la naissance. Vous avez là les différentes posologies. Il a indiqué dans le traitement symptomatique des affections douloureuses et ou fébriles. Et comme on le sait, il y a un risque d'hépatotoxicité qui est lié à des doses supérieures à 150 mg/kg pendant 2 à 6 jours. Il est important de faire attention parce que si on a une exposition précoce au paracétamol durant la première année de vie, on a des risques d'asthme. Je voudrais insister sur cette diapositive sur les posologies du paracétamol en néonatologie, donc chez les prématurés et chez le nouveau-né à terme. On a tendance à dire qu'on ne traite pas la douleur chez le nouveau-né ou alors qu'on traite la douleur chez le nouveau-né par des moyens non pharmacologiques. C'est très bien, mais un nouveau-né, par exemple, qui est en post-opératoire, il est, je dirais, quasi inhumain de ne pas administrer du paracétamol. C'est tout à fait autorisé si on respecte les posologies recommandées par l'OMS. Voilà. Nous nous excusons pour la qualité de la diapositive. C'est le même tableau, mais cette fois-ci pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui ont des propriétés d'analgésie, antipyrétique et anti-inflammatoire à dose plus élevée. L'ibuprofène a une autorisation de mise sur le marché à partir de 3 mois et est prescrit à 10 mg/kg toutes les 8 heures. Les contre-indications vont être les antécédents d'allergie aux AINS, les ulcères gastro-duodénales en évolution, évidemment, les insuffisances, qu'elles soient hépatiques, rénales, cardiaques, et la varicelle pour l'ibuprofène. Nous attirons votre attention sur le kétoprofène, dont l'autorisation de mise sur le marché est donnée à partir de 15 ans, bien qu'il puisse être utilisé en post-opératoire à partir de 10 kg avec une posologie de 1 mg/kg toutes les 12 heures. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens administrés aux enfants en déshydratation augmentent le risque de développer une lésion rénale aiguë. Il est donc important d'assurer à l'enfant une bonne hydratation lorsque vous prescrivez un anti-inflammatoire. L'aspirine, comme analgésique chez les enfants, est à éviter en raison du risque de syndrome de Rey. Je réinsiste sur les anti-inflammatoires. Il est important de faire une association d'une antibiothérapie efficace selon le tableau clinique. Sinon, il y a un gros risque de transmutation et donc de flambée de l'infection. Les anti-inflammatoires, comme on l'a dit, administrés aux enfants en déshydratation augmentent le risque d'insuffisance rénale et donc une bonne hydratation est recommandée. Alors, concernant les douleurs de modérées à sévères, l'OMS recommande d'utiliser des opiacés, notamment l'oxycodone, la morphine et l'hydromorphone. La morphine est recommandée comme étant le médicament de choix dans le traitement des douleurs modérées à sévères, bien qu'on puisse penser à une alternative vu les considérations de coût ou alors de disponibilité de la dite morphine. Le tableau qui vous est présenté, excusez-moi, le tableau qui vous est présenté
et la copie du tableau des AINS et du paracétamol, mais cette fois-ci concernant la morphine. Alors, c'est la référence du niveau 3, comme on l'a dit. Elle peut être administrée par voie orale ou par voie intraveineuse. Et l'avantage de la morphine est qu'il n'y a pas de posologie maximale. La dose recommandée est celle qui soulage la douleur sans entraîner d'effets indésirables. Il est important de faire une surveillance rigoureuse chez les enfants de moins de 3 mois et en cas d'insuffisance rénale, le risque de surdosage est important. Également, si un patient qui reçoit des psychotropes, un patient avec des voies aériennes obstruées, un patient qui a un trouble de conscience, ou alors un ralentissement du transit digestif ou une insuffisance respiratoire. Dans ce cas, on fera une titration à dose plus faible. Donc, la morphine par voie intraveineuse est administrée via un dispositif anti-reflux à une dose de charge de 0,1 mg/kg, 6 mg au maximum, suivie d'une injection. Une injection de 0,025 mg/kg toutes les 5 minutes jusqu'au soulagement de la douleur. La morphine par voie orale existe sous 2 formes, la forme à la libération immédiate et la forme à la libération prolongée. Et la posologie est adaptée en fonction des scores de douleur et de sédation. Les effets secondaires peuvent être les nausées, les vomissements, la constipation, la rétention aiguë d'urine, le prurite, les somnolences, les hallucinations et les vertiges. Nous avons déjà parlé des contre-indications. Donc, la contre-indication majeure et qui nous concerne tous est l'absence de moyens de surveillance, qu'elles soient cliniques ou instrumentales, les crises migraineuses et autres céphalées, le risque d'addiction, les produits émétisants, les troubles psychogènes. Donc ici, si présenter les posologies des différents opiacés, la morphine, le fentanyl, l'hydromorphone, l'oxycodone, la méthadone. Et j'attire votre attention sur la codéine, car elle a une efficacité prouvée moindre chez les nourrissons et les petits-enfants. J'attire également votre attention sur le tramadol, qui a un effet opioïde-like, mais cependant, on n'a pas retrouvé d'études sur l'efficacité et la sécurité qu'offre le tramadol dans la prise en charge de la douleur. Il est déconseillé dans de nombreux pays en pédiatrie. J'attire votre attention sur les opiacés et le risque d'overdose. La surveillance respiratoire doit être armée, car le risque de dépression respiratoire, car devant une dépression respiratoire et un myosine serrée, on pense immédiatement à une overdose d'opiacés et donc l'antidote est le naloxone. Cependant, dans nos pays à faible plateau technique, avec nos autorisations de mise sur le marché, qui ne sont pas disponibles, on a la nécessité d'une adaptation à la pratique quotidienne. Et pour la plupart des pays en voie de développement, les TRISTEPS qui ont été abolis en 1989 par l'OMS sont toujours d'actualité. Donc, les TRISTEPS que vous connaissez classiquement vont être la douleur légère, modérée, intense et sévère, et selon l'intensité de la douleur, le palier 1 ou 2, le palier 2 ou 3, ou alors le palier 3 pour les douleurs sévères. Donc, pour les douleurs faibles à modérées, on utilisera du paracétamol ou alors un anti-inflammatoire non stéroïdien. Pour le palier 2, les douleurs modérées, on utilisera du tramadol ou de la codéine en association, bien sûr, avec du paracétamol. Et pour le palier 3, pour les douleurs modérées à fortes, les opioïdes forts sont recommandés. La morphine, l'oxycodone, l'hydromorphone, le fentanyl, le buprénorphine ou la méthadone. Un mot sur ce qu'on utilise malgré nous dans notre pratique quotidienne, la codéine, qui est un morphinique faible, un agoniste de récepteurs mu, toujours associé à un produit du palier 1, et qui est indiqué dans les AG qui ne répondent pas aux antalgies périphériques, donc qui ne répondent pas au palier 1. La posologie est de 0,5 mg toutes les 6 heures, à adapter progressivement sans dépasser 6 mg/kg par jour. Les effets secondaires de la codéine sont notamment les vomissements, les nausées, la sédation et la constipation. Le tramadol, le tout-puissant tramadol, est un agoniste de récepteurs mu, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine de la noradrénaline. Il a donc une action mixte sur les douleurs nociceptives et neurogènes. La posologie classique est de 1 à 2 mg/kg, 3 à 4 fois par jour, sans dépasser 8 mg/kg par 24 heures. Son délai d'action est de 30 minutes et il dure
et la durée d'action est de 4 à 6 heures. Les effets secondaires sont les nausées, les vomissements, la constipation, la somnolence et la sécheresse buccale. Sans parler du risque d'addiction pour le tramadol. Les autres antalgiques qu'on peut utiliser sont les anesthésiques, avec les crèmes ou les patchs anesthésiants, qui sont un mélange de lidocaïne et de procaïne, qui sont utilisables dès la naissance. La lidocaïne, avec une courte durée d'action, soit 30 à 60 minutes. La dose maximale chez l'enfant est de 7 mg kg sans adrénaline, de 10 mg kg avec adrénaline. Les antidépresseurs tricycliques, notamment dans la prise en charge des douleurs neuropathiques, et les benzodiazépines. Nos cas pratiques. Le premier cas est celui d'un enfant qui vous présente des otalgies dues à une otite moyenne aiguë. Vu l'intensité de la douleur de l'otite, il est recommandé soit d'utiliser un antalgique isolé, soit alors, si la douleur ne passe pas avec l'antalgique isolé, de faire une association d'antalgiques. Comme recommandé, on commence avec le paracétamol ou avec le l'ibuprofène. Sauf que, comme on l'a dit, si vous mettez de l'ibuprofène, il est important d'associer une antibiothérapie adaptée, vu le risque de transmutation bactérienne élevé. Si la douleur est sévère et persistante, ce qui est extrêmement rare, on peut tolérer que vous associez de la codéine orale, mais ceci à partir de l'âge de 1 an. Chez les plus de 1 an, vous prescrirez des gouttes auriculaires qui contiennent un anesthésique local, en l'absence, bien entendu, de perforation tympanique. Alors, les douleurs liées à la drépanocytose qui sont notre pain quotidien, comme on le sait, les enfants drépanocytaires ont des douleurs répétées parfois extrêmes au cours des CVO, et selon la Haute Autorité de Santé, au domicile, la douleur est non calmée par le paracétamol. La plupart du temps, le parent se dirige vers nos structures et donc l'administration d'AINS et d'un opioïde faible est recommandée. Normalement, en cas d'inefficacité de l'opioïde faible, l'administration de morphine peut être mise sur place par voie orale avec l'association à un anti-inflammatoire non stéroïdien injectable. L'emploi de la kétamine est décrit dans la littérature comme possible en cas de douleur rebelle malgré des doses élevées de morphine. Il est cependant important de nuancer la prise en charge de la drépanocytose, car, comme vous le savez, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme l'hyperhydratation, le repos ou l'oxygénothérapie. On a tendance à dire que lorsqu'on reçoit un enfant drépanocytaire, on passe directement au palier 2, et si la douleur persiste malgré le palier 2, on surveille d'abord l'hydratation de l'enfant. On met d'abord de l'oxygène et d'abord le repos avant de conclure que c'est une crise vaso-occlusive hyperalgique qui résiste à vos antalgiques de palier 2. Ici, nous avons représenté un algorithme que vous pourrez utiliser lorsque vous ferez le diagnostic de la douleur. Donc, que ce soit une douleur neuropathique ou une douleur somatique, les douleurs somatiques vont être prises en charge par les analgésiques conventionnels, qui sont donc les opioïdes, les AINS, l'acétaminophène, les coxibes. Les douleurs neuropathiques, quant à elles, vont nécessiter un brainstorming un peu plus poussé, parce qu'il peut s'agir des migraines, d'une vraie neuropathie ou alors d'une neuropathie à petite fibre, si vous permettez l'expression. Et donc, dans ce cas, on sera amené à utiliser de l'acide valproïque, des antidépresseurs tricycliques et même des drogues anti-épileptiques. Donc, pour conclure, nous dirons juste cette phrase empruntée à Maria Montessori. Dire à un enfant qui a mal, ce n'est rien, revient à l'embrouiller. On nie son impression, alors que justement, il en cherche la confirmation auprès de nous. Donc, juste pour répéter que la douleur en pédiatrie doit être notre souci quotidien. Aucun enfant ne doit avoir mal, que ce soit dans la prise en charge, que ce soit dans la vie quotidienne. Il est important, la prise en charge de la douleur en pédiatrie doit être notre principal cheval de bataille, si je peux l'appeler ainsi. Et d'où l'importance de faire des cours sur la prise en charge de la douleur en pédiatrie. Pour nos références, vous pourrez vous référer aux cours. Nos références sont toutes en bas des diapositives. Et je vous remercie de votre attention. On dit une fois de plus merci à Dr. Oran
pour la brillante présentation qu'elle nous a faite ce soir. Ceci étant, on va passer à la phase des questions et remarques. S'il y en a, bon, cela pourra se faire de deux façons. Soit vous écrivez dans la discussion, ou alors vous levez tout simplement la main pour qu'on vous donne la parole à tour de rôle. Donc, la parole à qui veut la prendre. Oui, nous avons PC qui a levé la main. PC, tu as la parole. Alors, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. D'accord, c'est Dr Ekobo, chirurgie pédiatrique. Alors, je voudrais déjà dire merci pour la présentation. Elle était assez détaillée, il y avait beaucoup d'informations. Et moi, j'ai été très agréablement surprise parce que nous, les chirurgiens, nous sommes confrontés à ce souci de gestion de la douleur chez les enfants et surtout chez les nouveau-nés. Alors, donc merci. Et maintenant, ma question, ce serait, j'ai un enfant qui est en post-opératoire d'une atrésie intestinale où il y a eu des sutures intestinales. Et c'est un nouveau-né, parfois un prématuré. Donc, on a déjà cette immaturité hépatique. On a généralement un TP qui n'est pas très bon. On a essayé de le remonter par 3 jours de vitamine K pour pouvoir l'opérer. Le paracétamol seul, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ma deuxième question, c'est pour les enfants avec les abcès hépatiques. Voilà. Alors, vous me suivez? Oui. D'accord, ma deuxième question, c'est pour les enfants avec les abcès hépatiques. Marianne. Alors, abcès hépatique, les gens ont tendance à ne pas vouloir donner du paracétamol. J'ai souvenir, je ne sais pas si je me trompe, d'un cours où un de nos enseignants de pharmaco disait il faut que les troubles hépatiques, c'est-à-dire les transats, soient assez élevés pour qu'on ne donne pas du tout du paracétamol. Mais dans la pratique quotidienne, dès qu'on a abcès hépatique, on ne dit pas de paracétamol. Alors, je me retrouve avec cet enfant. Le dernier en date, c'était la semaine dernière, qui a 3 ans, abcès hépatique, et qui me fait un 40 de fièvre. Entre-temps, son TP aussi est bas, TP bas, anémie modérée. Je lui donne quoi pour gérer sa fièvre? Les mesures physiques ne marchent plus. Donc, c'est tout pour le moment comme question. D'accord. Donc, merci, Dr Ekobo, pour l'intérêt porté à ma présentation. Concernant votre prématuré, quel est l'âge gestationnel? Est-ce qu'il a moins de 32 semaines ou quel est l'âge gestationnel de votre prématuré? Non, il a plus de 32 semaines. Généralement, je crois le dernier qu'on avait eu, c'était entre 33 et 35 semaines. D'accord. Dans ce cas, c'est vrai que la plupart des antalgiques que je retrouvais dans la littérature étaient préconisés à partir de 1 mois, voire même à partir de plus de 10 kilos. Cependant, si je ne me trompe pas, dans le document de l'OMS, ils ont adapté la morphine chez les nouveau-nés prématurés. Sauf que l'inconvénient que vous allez avoir, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Je pense qu'elle n'est pas disponible, mais devant ce cas, je pense que j'aurais adopté le two steps prescrit par l'OMS parce que si on va dans notre prise en charge habituelle, le tramadol n'est pas vraiment efficace selon la littérature, le kétoprophène non plus, la codéine, n'en parlons pas. Donc, j'aurais préconisé vraiment la morphine. Je ne sais pas si mes aînés ont quelque chose à ajouter, mais moi, j'aurais mis de la morphine, sauf que ce n'est pas disponible. Donc, c'est une colle que vous nous posez. Alors, nous, dans notre contexte, la morphine est disponible. Mais est-ce que je n'ai pas de souci? Oui. En fait, je suis en Côte d'Ivoire, hein. J'ai oublié de préciser. Ah, ok. Mais, ouais, d'accord. 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 La morphine,
La morphine est disponible. Par contre, est-ce que je n'ai pas de souci au niveau respiratoire si je choisis de mettre la morphine? Justement, c'est ça le souci. Parce que les contre-indications, normalement, c'est de pouvoir vraiment faire une surveillance respiratoire rapprochée. Donc, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, vous avez des scopes pour chaque nouveau-né, si vous pouvez mettre l'enfant sous scope et même mettre un étudiant, un infirmier vraiment de respirer, de surveiller les signes de détresse respiratoire, qu'il n'y ait pas un aggravement de l'état respiratoire de l'enfant. D'accord, ok, merci. Maintenant pour l'abcès hépatique. L'abcès hépatique, deuxième col. Concernant l'abcès hépatique, si j'ai bien compris, votre préoccupation, c'est vous ne pouvez pas mettre d'antipyrétique. Est-ce que vous pouvez me redire la préoccupation? Ma préoccupation, c'est la gestion de sa fièvre. Ok, les mesures physiques ne marchent pas. Oui, il fait 40 de température. Bon, moi, je vais vous dire, hein, j'ai pris le risque, je lui ai donné l'acide acétylsalicylique en me disant en dose antipyrétique, ça n'aura pas d'effet anti-agrégat plaquettaire. Mais j'étais quand même un peu hésitante, mais l'enfant, il faisait les 40 de température. Alors, je veux savoir, est-ce qu'on peut quand même donner le paracétamol si les transaminases ne sont pas au plafond? Je pense que oui. J'aurais donné du paracétamol. Hein, sans... Peut-être, j'aurais pas donné à la dose normale. Peut-être diviser les doses par 2. Mais je pense que oui. Je pense que vous pouvez donner du paracétamol. Si on considère qu'il a vraiment un effet hépatotoxique à partir de 150 mg kg toutes les 6 heures, je pense qu'on peut, sans risque, donner du paracétamol à cet enfant et juste faire une surveillance accrue de sa fonction hépatique. Alors, oui, je suis là, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. On espère que vous rentrerez pour vous occuper de nos bébés. Oui, je suis à la fin, je rentre. D'accord. Nous avons Valentine. Ashley, tu as une question? Vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous et merci pour votre présentation. Je suis étudiante en médecine, 5e année, je suis au Cameroun. J'ai 3 préoccupations. La première préoccupation, c'est, vous nous avez parlé au niveau de la diapo numéro 11, vous nous avez parlé des douleurs fréquemment rencontrées chez les enfants, mais je n'ai pas vu des douleurs abdominales. Alors que, je ne sais pas, mais dans notre contexte, vous allez voir beaucoup de mamans arrivent, l'enfant se tortille, et quand l'enfant se tortille beaucoup, parfois il y a des gestes de l'enfant, parfois, l'enfant a tendance aussi souvent à toucher le ventre et tout. Je ne sais pas si les douleurs abdominales seront classées parmi les douleurs les plus fréquentes, parce que quand vous avez parlé des douleurs les plus fréquentes, vous avez parlé des céphalées, mais vous n'avez pas parlé des douleurs abdominales. Est-ce que c'est moins fréquent chez les enfants? Ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième préoccupation, vous nous avez parlé des différents scores et j'ai beaucoup appris. Maintenant, c'est ça qui m'a fait comprendre que quand une maman va venir, va parler que l'enfant peut-être se tortille, il va falloir classifier. Mais maintenant, il va falloir classifier les tortillements, je vais utiliser quel score, en fait, parce que vous avez parlé des différents scores, le NIP scale, le FLAC. C'est vrai que le CHIOPS nous avait dit que c'est post-opératoire, mais je ne sais pas. S'il va falloir classifier peut-être les tortillements, je vais me baser sur quel score, en fait, pour présenter cela au pédiatre, à un aîné ou à un pédiatre. Et maintenant, ma troisième préoccupation. Vous nous avez dit que quand l'enfant se plaint des douleurs, on administre soit le para, soit l'ibuprofène. Allons-nous administrer l'ibuprofène chez un nouveau-né? Et surtout qu'on n'a pas les antécédents, on ne connaît pas les antécédents peut-être gastriques et tout, parce que avant d'administrer un AINS chez un patient, que ce soit un enfant, en fait, on se rassure d'abord de ses antécédents gastriques. Mais maintenant, non, vous nous avez parlé qu'on peut administrer le paracétamol ou l'ibuprofène. Alors, nous administrer cela chez un nouveau-né, surtout qu'on ne connaît pas les antécédents gastriques. Ça, c'est ma troisième préoccupation.
Merci. Merci pour l'intérêt porté à la présentation. Les douleurs que nous avons classées comme étant les plus fréquentes sont les douleurs qu'on a retrouvées dans la littérature. Donc, c'est une étude qui a été faite, une méta-analyse qui a été faite. Donc, la méta-analyse donc, sur plusieurs pays, et ils ont retrouvé que les douleurs les plus fréquentes étaient les céphalées, les douleurs musculo-squelettiques, etc. Peut-être si nous faisons la même étude dans notre contexte, nous retrouverons les douleurs abdominales comme étant dans le top 3 des douleurs les plus fréquentes. Concernant les scores à utiliser chez, vous avez dit un nourrisson de plus de 3 mois, si j'ai bien compris. Bon, pas un nourrisson de plus de 3 mois, mais un nourrisson, en fait, qui vient, la maman va dire que l'enfant se tortille et tout. Et maintenant, non, il va falloir, vous nous avez parlé de beaucoup de scores. Et s'il va falloir présenter cela maintenant à un aîné, avec les scores que j'ai appris, je ne pense plus que je vais aller dire à un aîné que non, l'enfant, il se plaint de tortillement. Non, il va falloir que j'utilise un score. Donc, oui, c'est pour ça qu'en cas de tortillement, quel sera le score approprié à utiliser? En cas de tortillement, les scores qui sont le score que nous utilisons en pédiatrie et qui est le plus recommandé est le score de Flack. Si le score de Flack évalue la face, donc vous pourrez voir quelle est l'expression de l'enfant. Est-ce que c'est une expression de peine, entre guillemets? Est-ce que c'est une expression qui est normale? Comment sont les jambes? Est-ce qu'il bouge les jambes? Est-ce que les jambes sont complètement immobiles? Est-ce que les jambes sont à la position normale? Comment est l'activité? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il... Comment sont même les pleurs? Est-ce qu'il pleure vraiment? Est-ce qu'il gémit? Est-ce qu'il est inconsolable? Non, je ne peux pas dire inconsolable parce qu'il y a les thèmes consolabilité. Est-ce qu'il est hystérique, entre guillemets? Et donc, quelle est la consolabilité? Est-ce que la maman arrive à le calmer? Est-ce que pour le calmer, il faut le rassurer, pardon? Ou alors est-ce qu'il est inconsolable? Donc, normalement, avec le score de Flack, vous pourrez très bien évaluer votre douleur chez un patient qui est avec, si on peut dire, des coliques du nourrisson ou des douleurs abdominales, comme vous voudrez. Concernant l'utilisation de l'ibuprofène chez le nouveau-né, l'ibuprofène, dans notre contexte, a une autorisation de mise sur le marché à partir de 3 mois. Donc, on ne peut pas l'utiliser chez le nouveau-né. Chez le nouveau-né, on utilise du paracétamol à 7,5 mg kg toutes les 6 heures. Chez le nouveau-né, que je précise bien à terme, est-ce que chez le prémat, en fonction de l'âge gestationnel, on va mettre soit toutes les 12 heures si l'âge gestationnel est inférieur à 32, soit toutes les 8 heures si l'âge gestationnel est entre 32 et 36 semaines. Ok, docteur. Et comme vous dites que c'est à partir de 3 mois qu'on utilise, à partir de 3 mois, malgré cela, on n'a pas toujours... Quels seront les indices qui vont nous orienter que l'enfant peut avoir un antécédent gastrique ou... C'est un peu dans ce sens-là, je ne sais pas. Quels seront les indices qui peuvent orienter vers un antécédent gastrique? Oui, à 3 mois, chez un nourrisson. Est-ce qu'il y a une hématémèse? Est-ce qu'il y a des antécédents de gastropathie chez la famille? Mais à 3 mois, je pense que c'est tout ce qu'on peut rechercher. Non, docteur, c'est pour dire autant mieux ne pas alors prendre le risque de donner l'ibuprofène à 3 mois alors qu'on n'a pas vraiment de... Mettre du paracétamol, c'est un peu plus safe de mettre du paracétamol. Oui, oui. Bon, je demandais juste parce que je voulais comprendre, vu que vous avez dit qu'on met le para ou l'ibu, donc vous étiez en train de dire, vous ne nous avez pas donné de conditions, c'est pour ça que je voulais me rassurer que est-ce que c'est possible de le faire comme ça, alors qu'on n'a pas d'antécédent. Je pense qu'il est toujours important de respecter, comme préconise l'OMS, les 3 principes. By the individual, donc la prescription doit être adaptée au patient qu'on a devant soi. Donc, je pense qu'en appliquant ces principes-là, on arrive à avoir une prescription tout à fait acceptable, tout à fait acceptable pour le patient qu'on a devant soi. Ok, docteur. Merci. Merci à vous. Lara, une question, une préoccupation. Vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez?
Mhm. Oui, je suis le docteur Ahmed, SP2, résidente en pédiatrie, et je voudrais juste réagir sur la question de Valentine Ashley, juste pour lui dire que j'ai ressenti qu'elle a beaucoup de préoccupations par rapport au tortillement chez les nourrissons, et je l'invite donc de participer à le cours qui aura lieu le 30 janvier sur les troubles digestifs fonctionnels des nourrissons parce que ceux-ci se présentent souvent avec les tortillements et ici, les antalgiques n'ont pas sa place dans la gestion des troubles fonctionnels. On dirait bien que c'était la dernière préoccupation. Si personne ne trouve d'objection, je crois qu'on va mettre fin à la séance de ce soir. Sauf s'il y en a encore qui ont des préoccupations ou des questions. Donc, une fois de plus, nous vous remercions pour le temps mis pour suivre la séance de ce jour qui portait sur la prise en charge de la douleur en pédiatrie, présentée par le docteur Aurore Issoumba, interne SP2 en pédiatrie. Donc, je vais profiter pour passer une information pour les thésards de 7e année. Il y a une convention qui a été signée avec le groupe BMR qui sont censés encadrer les étudiants 7e année dans la rédaction de leur mémoire. Donc, il y a un partenariat dont Médicaments a signé avec eux qui donne une opportunité aux 7e année faisant partie de Médicaments International. Donc, avec quelques avantages, donc, il y aura les messages qui vont circuler d'ici demain pour plus d'informations. Je crois, je suis sûr. Nous remercions encore Dr. Aurore pour la brillante présentation et le temps mis pour monter les diapositives. Je crois qu'après cela, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée.